Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, en Guinée, le président de la transition a reçu ce mercredi les conclusions du dialogue inclusif interguinéen entamé le 25 novembre dernier. Le document contenant 35 résolutions a été remis au colonel Mamadi Doumbouya par les facilitatrices qui ont animé jusqu'au 20 décembre ce cadre de dialogue boycotté par les principaux partis politiques du pays. Tentative de coup d'État déjouée en Gambie. Information confirmée par le porte-parole du gouvernement. Selon le communiqué publié ce mercredi 21 décembre, 4 soldats ont été arrêtés. Les précisions dans la suite de cette édition. Et puis la performance historique du Maroc lors du mondial Qatar 2022 qui s'est récemment achevée avec le sacre de l'Argentine inspire le continent. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui a salué la performance des Lions de l'Atlas, espère la présence en finale d'une nation africaine dans 4 ans. Lancé le 24 novembre dernier, les conclusions des travaux du dialogue inclusif interguinéen ont été remises au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ce mercredi 21 décembre. Un document contenant 35 résolutions, parmi lesquelles figure la limitation des pouvoirs de nomination du président de la République, qui est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le rapport propose également de fixer l'âge minimum à 30 ans pour l'accession à la magistrature suprême et 75 ans pour l'âge limite des candidatures. Clause qui met hors jeu l'ancien Premier ministre Sidya Touré, 77 ans, par ailleurs président de l'UFR. Notons que ces pourparlers ont été boycottés par les principaux partis politiques guinéens. Le Premier ministre Bernard Goumou, qui a conduit ces travaux avec l'appui du groupe des facilitatrices, a réaffirmé la volonté de son équipe par conférer aux résolutions du cadre de dialogue inclusif un caractère effectif au bénéfice du peuple de Guinée. On l'écoute. C'est une grande émotion que je ressens à l'occasion de la remise de ce rapport. En effet, dès ma nomination en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Transition m'a assigné comme mission première l'établissement d'un dialogue incluant tous les Guinéens et d'aller chercher tous les frères et toutes les sœurs qui hésitent à y participer. À l'instar de tous les pays du monde, la République de Guinée doit faire face à des défis qui affectent sa cohésion et donc son unité. Notre pays a fait le choix de faire face à ces problèmes par le dialogue entre ses filles et ses fils. Nous en sommes capables. Il nous faut démontrer aux populations guinéennes que les traditions de dialogue, de tolérance et de paix ne sont pas mortes en Guinée. Que les messages de division, de haine et de violence ne doivent plus avoir cours en Guinée. Cette volonté d'action commune change notre image de pays fragile et régulièrement en crise pour des raisons politiques et partisanes. L'objectif final du cadre de dialogue inclusif interguinéen est de débattre de bonne foi du processus de formalisation des institutions afin de doter la République de Guinée d'une stabilité durable au sortir de la transition. Également dans l'actualité, dans une déclaration publiée ce mercredi 21 décembre sur les réseaux sociaux par la mission des Nations Unies en Libye, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue, à assurer le calme sur le terrain et à accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique et notamment un cadre constitutionnel conduisant à des élections. Les membres du Conseil ont par ailleurs exprimé leurs graves préoccupations face à la persistance de l'impasse politique en Libye et leur déception face à l'incapacité à stabiliser le pays. Pour rappel, en raison de désaccords entre les institutions de l'État libyen concernant notamment la loi électorale, les élections du 24 décembre 2021 ont été suspendues après que celles-ci ont été fixées dans le cadre du forum de dialogue politique entre les partis au conflit qui s'est tenu pour la première fois en novembre 2020
en Tunisie sous l'égide de l'ONU avant de se conclure à Genève. La Libye a connu un nouveau conflit au début de cette année après que la Chambre des représentants a chargé Fathi Bachaga de former un nouveau gouvernement en remplacement de celui dirigé par Abdelhamid Beiba. Ce dernier refuse de céder le pouvoir à un gouvernement qui ne serait pas issu d'un nouveau parlement élu. La Gambie a annoncé ce mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire. Selon le communiqué du gouvernement, 4 soldats ont été arrêtés mardi 20 décembre et 3 complices seraient recherchés. Les autorités se veulent toutefois rassurantes. La situation serait sous contrôle. À noter que cette tentative de coup d'État intervient dans un contexte où la sous-région a été marquée par une succession de putsch, au Mali notamment, en Guinée, mais aussi au Burkina Faso. En début d'année, la Guinée-Bissau avait également échappé à une tentative de coup d'État. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement gambien, Ebrima Sankari. Le gouvernement gambien annonce, sur la base de rapports des renseignements, que certains soldats de l'armée gambienne complotaient pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Adama Barrow. Le haut commandement des forces armées gambiennes, lors d'une opération militaire menée hier, a rapidement arrêté 4 soldats liés à cette présumée tentative de coup d'État. Les soldats appréhendés aident actuellement la police militaire dans leurs enquêtes. Pendant ce temps, l'armée est à la poursuite de 3 autres complices présumés. Plus de 20 ans après, le Conseil de sécurité de l'ONU assouplit son régime de sanctions contre la République démocratique du Congo. Mardi 20 décembre, l'instance a décidé de lever une clause qui exigeait aux partenaires de la République démocratique du Congo de notifier préalablement toute livraison d'armes en faveur du pays. La mesure a été saluée par le gouvernement congolais qui estime qu'il a désormais les moyens de se doter de capacités nécessaires pour défendre son territoire contre les groupes armés qui sévissent à l'est du pays. Eugène Schéma. Ce 20 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé l'obligation de notification préalable prévue par le régime de sanctions applicable en République démocratique du Congo. La mesure était en vigueur depuis 2008 et limitait la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect de matériel militaire à la RDC par les États. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Communication, se réjouit de cette mesure qui va permettre de mieux protéger le territoire congolais. Cette résolution approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires devant permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir les capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. Le Gabon, qui exerce la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le mois d'octobre, estime que cette décision permettra de supprimer les entraves à la capacité de riposte de la RDC face aux groupes armés qui n'ont aucune contrainte et ne respectent aucun embargo. Ce Conseil a fini par comprendre que restreindre la marge de manœuvre d'un gouvernement dirigé par des autorités démocratiquement élues qui fait face à des défis sécuritaires de grande ampleur n'est pas une bonne chose. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de ce pas dans la bonne direction qui est également un message fort de solidarité au peuple congolais qui est dans une situation charnière et particulière de son histoire. La résolution de l'ONU intervient après la rencontre à la Maison-Blanche entre le président Tshisekedi et son homologue Joe Biden à marge du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique tenu à Washington du 13 au 15 décembre, mais aussi de la visite effectuée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en RDC le 9 et 10 août 2022. Outre la levée de l'obligation de notification préalable pour la livraison d'armes, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo d'1 an, soit jusqu'au 20 décembre 2023.
La capitale kenyane Nairobi accueille depuis ce mercredi 21 décembre la réunion de suivi de l'accord de paix signé il y a 2 mois et demi à Pretoria en Afrique du Sud entre le gouvernement d'Addis Abeba et les rebelles du Tigré. Cet accord prévoit notamment une cessation des hostilités, le désarmement des forces tigréennes et la réouverture de l'accès au Tigré. La rencontre qui doit permettre de faire le point sur son application se déroule cependant dans un climat de regain de tension entre les parties belligérantes éthiopiennes. En effet, le 17 décembre, dans un communiqué, le gouvernement éthiopien a menacé à demi-mot le Tigré d'une nouvelle offensive. Le lendemain, le chef des Tigréens a reproché à Addis Abeba d'avoir pris du retard dans la mise en œuvre des engagements pris à Pretoria. Depuis la signature de l'accord le 2 novembre, en Afrique du Sud, les combats ont cessé. Les rebelles affirment également avoir désengagé 65% de leurs combattants de première ligne et commencé à collecter leurs armes lourdes. L'accord conclu entre les deux parties stipule que le dépôt de ces armes lourdes se fera en même temps que le départ des forces étrangères du Tigré. Cependant, le TPLF continue de dénoncer la présence dans la région de troupes érythréennes. L'actualité sportive à présent. Patrice Motsepe, le président de la CAF, voit une sélection africaine en finale de Coupe du Monde en 2026. Le magnifique parcours du Maroc, arrivé dans le dernier carré, classé 4e, une première pour l'Afrique dans l'histoire de la Coupe du Monde, conforte le leader sud-africain dans cette idée. Lors d'une conférence de presse ce mercredi 21 décembre à Johannesburg, il a félicité les équipes africaines qui ont disputé le mondial au Qatar, en particulier le Maroc. Je vous propose de l'écouter. Les 54 pays membres de la CAF sont extrêmement fiers et inspirés par les victoires et les succès des 5 nations qui ont représenté la CAF à la Coupe du Monde. Nous sommes particulièrement fiers de la qualification historique du Maroc pour les demi-finales. Le Maroc a ouvert la porte et je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du Monde. L'objectif principal de la CAF est qu'une nation africaine remporte la Coupe du Monde. Et cet objectif est à portée de main. Alors que le mondial de football s'est récemment clôturé au Qatar, la FIFA planche déjà sur un autre événement d'envergure, l'édition 2025 de la Coupe du Monde des clubs, compétition qui verra la participation de 32 équipes. En attendant ce nouveau format, les équipes devront d'abord se préparer pour l'édition 2023 qui se déroulera au Maroc au mois de février. José Douglas nous en dit plus. Une révolution, dit-on, auprès de la FIFA, où tout le monde travaille d'arrache-pied pour moderniser l'univers du ballon rond et l'optimiser. Cette réforme est programmée pour 2025 et sera différente de celle lancée par la FIFA en 2000 concernant cette Coupe du Monde des clubs, qui réunit chaque année les équipes vainqueurs des compétitions majeures organisées par les 6 confédérations de la FIFA, Ligue des Champions, Copa Libertadores, Coupe d'Asie, ainsi qu'un club du pays organisateur. Ce qu'on a décidé, c'est qu'il y aura une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes qui se jouera tous les 4 ans. Première édition aura lieu en 2025, en été. Donc dans ce slot où dans le passé il y avait la Coupe des Confédérations, dans ce slot ce sera évidemment un peu plus long parce qu'avec 32 équipes ça va durer un peu plus. Notre continent africain sera bien représenté, mais avec combien d'équipes ? Il sera question de 8 poules, de 4 équipes, et le but serait d'organiser une compétition pendant 1 mois et non plus en moins d'1 semaine, comme c'est actuellement le cas. Nous, on avait prévu de jouer une Coupe du Monde des clubs en 2021, avec 24 équipes. Cette compétition n'a pas eu lieu, elle n'a pas été remplacée, elle n'a pas eu lieu avec une période plus courte, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de la place pour la Copa América et l'Euro, mais aussi parce qu'on est conscient de la santé des joueurs et de donc pas charger encore plus le calendrier. L'édition 2025 pourrait se dérouler aux États-Unis avec ce format inédit de 32 équipes
À noter enfin que la prochaine édition du Mondial des clubs se tiendra entre le 1er et le 11 février. Et pour la 3e fois au Maroc, le Mondial des clubs avait déjà été organisé sur le sol marocain en 2013 avec la victoire du Bayern de Munich, en 2014 le sacre du Real de Madrid. En 2022, ce tournoi avait été organisé aux Émirats arabes unis avec à la clé le sacre de Chelsea. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.